Faut que je remonte là-haut maintenant. Heureusement que j'ai pris un truc plus léger que ce midi. C'est parti pour 26 km jusqu'à la Bastide-Murat, au cœur du Causse de Gramat. Sous un ciel un petit peu gris. Voilà, le sanctuaire est ouvert. Et donc je vais le traverser et descendre par le grand escalier. Les pèlerins, ou plutôt les pénitents, montaient cet escalier à genoux. Et comme il a plu cette nuit et que ça peut être glissant, je vais éviter de le descendre sur les fesses. Donc je vais me tenir à la rampe. Il va falloir que je remonte en face. Je passe une dernière fois l'Alzou. J'ai quitté le GR6 pour m'engager sur le GR46. Bon, maintenant ça va pas mal monter, donc je vous retrouve plus haut. Alors, certes, la montée est soutenue, mais ça en vaut la peine quand même, hein. C'était un point de vue sur Rocamadour que je ne connaissais pas encore. J'espère que je ne vais pas en rencontrer.
Je dis pas grand-chose parce que, comme tous les jours, je profite de ces premières heures de marche pour goûter à la quiétude du moment. Bon, ça descend, ça n'arrête pas de descendre. Ce qui veut dire que à un moment, il va falloir que je remonte. Ça va me faire mal aux jambes, ça. Bon, c'était une montée moins raide que la première, mais assez longue quand même. Et là-bas, j'aperçois le village de Kouzou. Kouzou, je vais m'octroyer une petite pause. Ah, dites donc, il y a dû y avoir une sacrée bagarre hier. Parce que bon, les yeux au beurre noir. Voilà, alors, la blague nulle du jour, ça c'est fait. J'aime bien ces maisons nichées autour de la place de l'église. Bon, pause. Bien, après cette pause barre de céréales, toujours pas de second petit déjeuner, il est temps de repartir. Et je repars en direction de la ville de Montfaucon, qui doit se situer à peu près 16 km. Donc il me reste oui, au moins 20 km à faire. Et pour l'instant, le temps a l'air de se maintenir, ce qui me va très bien. Et je vais profiter de cette descente pour vous parler un peu de l'histoire de Montfaucon, particulièrement pendant une période que j'affectionne, la guerre de Cent Ans. En 1152, Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri de Plantagenet. Henri de Plantagenet qui est anglais. Pour l'histoire des Plantagenets, voir la série d'il y a 2 ans sur le chemin de Compostelle. Pour ses noces, Aliénor d'Aquitaine apporte en dos le duché d'Aquitaine. En 1154, Henri de Plantagenet est couronné roi d'Angleterre et devient Henri II. À peine couronné roi d'Angleterre, Henri II, à qui le duché d'Aquitaine ne suffit pas, envahit le Quercy. Parce que, bon, le vin de Bordeaux, d'accord, c'est bon, mais si en plus on peut mettre main basse sur une petite réserve de confit de canard, c'est peut-être pas plus mal. Cette invasion ne plaît bien évidemment pas aux Français, et il s'ensuivra pratiquement un siècle de querelles entre Français et Anglais, siècle de querelles à ne pas confondre avec la guerre de Cent Ans, qui interviendra quasiment 2 siècles plus tard. C'est finalement en 1286 qu'un accord interviendra entre Philippe le Bel et Édouard Ier d'Angleterre,
Philippe le Bel concédera un certain nombre de territoires au roi d'Angleterre, dont le territoire de Montfaucon. C'est à cette époque que sera fondée une bastide, c'est-à-dire une ville close à l'emplacement de Montfaucon. Bastide qui deviendra relativement prospère jusque à la guerre de Cent Ans, où Montfaucon connaîtra un changement de main entre les Anglais et les Français. En effet, à partir de 1355, soit peu après le début de la guerre de Cent Ans, qui, je le rappelle une fois de plus, a duré 116 ans, 4 mois et 15 jours de 1337 à 1453. À partir de 1355, donc, le Quercy connaît de multiples affrontements liés à la guerre de Cent Ans entre la couronne des Valois et celle des Plantagenets. Fallait bien que je cite les Valois quand même. En 1367, le prince noir, qui est anglais, établit une cour martiale. Puis Montfaucon repasse aux mains des troupes de Charles V avant d'être reprise à nouveau par les Anglais. Et c'est à cette époque que s'établit à Montfaucon une grande compagnie qui n'a strictement rien à voir avec la compagnie créole. Grande compagnie qui est dirigée par un individu dont je parlerai tout à l'heure. Et cet individu, c'est Bertuccat d'Albret. Bertuccat, tu parles d'un prénom. La suite après la côte. Je sens qu'elle va être longue celle-là. Pour l'instant, c'est pas une côte, c'est un faux plat. Bon ben, c'est plus un faux plat, juste un faux. Elle est bien nulle celle-là aussi. Tricheur. Il y en a qui exagèrent, hein. C'est vrai. Sans déconner. Bien, au terme de cette longue montée, qui je dois l'avouer moi un petit peu entamée, je vais pouvoir continuer avec Bertuccat d'Albret. Mais après une petite pause cake aux fruits. Parce que j'ai faim. Et voilà une souche où je vais pouvoir poser mon postérieur. Forcément, il se met à pleuvoir. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Avec ma cape de pluie qui ne me sert plus à rien parce qu'il s'est quasiment arrêté de pleuvoir. Forcément. Parlons donc un peu de ce fameux Bertuccat d'Albret. Ou Bertruccat d'Albret. Bertuccat d'Albret, c'est ce qu'on appelle un routier pendant la guerre de Cent Ans. Mais contrairement au routier, c'est pas un routier sympa.
Bertrucka est un bâtard, c'est-à-dire un fils illégitime d'une famille noble du Bordelais, la maison des Albret. Il naît vers 1335. Comme c'est un fils illégitime, il ne peut pas hériter de son père. Donc il n'aura pas le domaine dans le Bordelais. Mais il compensera autrement. La suite, après la petite côte. Encore. Bon, où en étais-je? Oui, donc Bertrucka d'Albret, privé de l'accès aux caves de pinard du Bordelais de son père, décide là d'aller vers d'autres horizons. Et dans les années 50, c'est-à-dire dans les années 1350, il s'installe à Montcuq. Oui, Montcuq. La ville. Et à partir de cette base, il va mener des raids pour son propre compte. Il guerroie, pille, est fait prisonnier, est libéré, guerroie à nouveau, notamment aux côtés des Anglais. Car en 1356, il va participer à la bataille de Poitiers. Pourquoi je parle de la bataille de Poitiers? Tout simplement parce que, avec Crécy et Azincourt notamment, c'est une bataille au cours de laquelle le génie de l'armée française de l'époque se révélera dans toute sa splendeur. Lors de cette bataille, en effet, Jean II le Bon, le roi de France, opposé à Édouard de Woodstock, qui était en train de mettre à sac tous les environs, charge l'armée anglaise et, grâce à une tactique mûrement réfléchie, enfin mûrement réfléchie par l'adversaire surtout, Jean de Lebon commet l'exploit d'être capturé par les Anglais. Bref, la bataille de Poitiers, une fois terminée, notre petit Bertrucka retourne à son petit business. Il retourne à ses exactions, il pille, écume le Quercy, là où je me trouve en ce moment, l'Auvergne. Et au cours de l'année 1359, il part rejoindre les grandes compagnies de Robert Knoll. La suite, après avoir enlevé ma cape de pluie, parce que là, j'ai chaud. Qu'est-ce qu'était une grande compagnie? Eh bien, une grande compagnie, c'était une formation d'hommes de l'armée plus ou moins régulière, surtout moins que plus, qui écumaient les campagnes, en particulier pendant la guerre de Cent Ans. En gros, c'était une bande de soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire, pour qui la guerre était un bon prétexte pour piller et autres exactions. La suite, après la côte. Et forcément, il pleut de nouveau. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'abri à pèlerin. Je vais en profiter pour faire une pause orange. De toute façon, l'hébergeuse m'a envoyé un message, elle ne peut pas me recevoir avant 17h30.
Il doit me rester moins de 15 kilomètres à faire. Donc ça va. J'ai un peu de temps. Par contre, le montage de l'histoire, ça va pas être simple. Mais je suis sûr que vous suivrez. Bien, cette petite pause orange m'a requinqué. Bon, je ne sais plus où j'en étais, moi. Ah oui, en 1359, année au cours de laquelle Bertucca rejoint Robert Knoll. Et ensemble, ils vont aller piller l'Auvergne. Le Quercy, l'Auvergne, bon, le sud-ouest d'une manière générale. Les gars, ils pillent que les régions où il y a du pinard et où on mange bien. Ils ont de la suite dans les idées. Bref, après avoir vidé toutes les charcuteries d'Auvergne, il faut bien faire quelque chose. Et donc, Bertucca part pour le Languedoc, où il va se mettre au service de Seguin de Battefolle. Ils sont toujours des noms à coucher dehors. Qui est Seguin de Battefolle? Eh bien, c'est un chef routier. C'est pas celui qui a le plus gros camion, mais c'est le chef des méchants. Enfin, de ces méchants à lui, parce que il existe plusieurs grandes compagnies. Ça va, vous suivez toujours? Et je vais profiter de ce sentier en descente, en regardant par terre parce qu'il y a des cailloux qui glissent, pour faire une légère digression sur Seguin de Battefolle. Seguin de Battefolle, donc chef routier du Languedoc, avait deux surnoms, dont la postérité n'en retiendra qu'un. Ces deux surnoms étaient Chopin ou Chopie. Le gars n'étant pas le moins du monde mélomane, on a retenu que Chopie. Or, il se trouve que la prononciation Chopie a évolué au cours de l'histoire, en passant notamment par Chopi. Et c'est d'ailleurs grâce à l'étude de l'évolution de cette prononciation que les sources académiques les plus autorisées se sont autorisées à conclure que Seguin de Battefolle a été à l'origine des aventures de Choupi. Si, c'est vrai. Il va quand même falloir que je vérifie cette théorie. Il va falloir que je relise tous les Choupis. Bref, fin de cette digression. Bertucca repart combattre aux côtés de Jean Ier d'Armagnac contre Gaston III de Foix-Béarn. Le petit Bertucca est fait prisonnier, il est libéré contre rançon, et une fois libéré, c'est à lui d'aller écumer une fois de plus l'Auvergne, et plus précisément Saint-Flour dans le Cantal. La suite après la petite côte. Pourquoi il est retourné dans le Cantal? Peut-être que quand il a écumé l'Auvergne avec Robert Knoll, ils ont dû oublier de ramener du fromage. Ça doit être ça. Hélas, au cours de cette tentative, Bertucca sera fait prisonnier par la milice communale de Saint-Flour.
Bertuca, t'es un guerrier professionnel, t'as écumé je ne sais pas combien de villes, t'as participé à de grandes batailles et tu te fais choper par la milice communale. Sans déconner. Oh, c'est la loose. Bertuca n'emmène pas large, parce que la milice a décidé de l'exécuter. Mais une intervention non pas divine, mais d'un certain Guillaume, va le sauver de l'échafaud. Et ce Guillaume, c'est Guillaume de Cardaillac. Cardaillac, j'en étais sûr. Ayant échappé à l'échafaud, Bertuca part se mettre au service du prince noir du côté de Montfaucon. Montfaucon, où j'arriverai dans à peu près 5 km. Fin de la vie trépidante de Bertuca d'Albret pour aujourd'hui, parce que si je continue, je vais tomber en panne de batterie. Puis de toute façon, faut que je révise la suite. Alors il va falloir que j'aille en face, mais auparavant je vais devoir traverser l'autoroute A20. Autoroute qui relie Vierzon à Montauban, en passant par Limoges. J'aperçois là-bas Montfaucon, qui doit être à 1 km, 1 km et demi. Et j'avais oublié comment les chemins du Quercy peuvent quelquefois être caillouteux. Alors j'arrive en partie basse de Montfaucon. Alors, épicerie bar. Est-ce que ce sera ouvert? Là est la question. Ah, eh bien, cette pause café tartelette aux fraises dans ce petit bar épicerie multiservice m'a fait le plus grand bien. Il me reste 6 km à faire. Je vais reprendre une tartelette aux fraises. J'arrive enfin à la Bastide-Murat. Et je suis pas fâché d'arriver parce que cette étape m'a paru longue. Et voilà donc ma chambre. Grand luxe. Ouf. Fin de cette étape de 27 km qui m'aura vraiment paru longue. La vidéo sera mise en ligne ce soir, mais assez tard, parce qu'il va falloir que je trouve à manger dans la Bastide-Murat. Voilà, en attendant demain, où je partirai vers Verse, donc à peu près 26 km, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.